Say what you think, take the first step. Don't always wait for a reaction. Food will not always fall in your plate. You may have to work and start some action. And I have the best and no solutions. And I still have tons of questions you may not want to hear. You may not want to hear. Vous voulez assister au concert, vous avez encore le temps parce que c'est 21h, je crois. 21h début. Bonsoir. Voilà. Il y aura Moto en première partie et Angry Sometimes. Et pour finir, le reggae. Alors moi j'ai envie de dire bonsoir. Ça y est, j'ai déjà fait bonsoir. Oui, on recommence. Bonsoir Radio Alligator. Bonsoir les Burning Heads. Bonsoir Radio Alligator. Alors faites les présentations. Guitariste. Thomas, batterie. Bonsoir JB, basse. Voilà, il en manque un, mais c'est un grand timide, il n'a pas voulu venir. C'est ça. Bah, je vais laisser la parole moi tout de suite à Jeff qui a préparé une fiche très consciencieuse. Et c'est plein de questions sur les Burning Heads. Vous êtes en direct sur Radio Alligator, en direct de Blacky. À toi Jeff. Première question, valeur. Salut les amis, salut Gator, c'est Jeff Torifologue, vous avez l'habitude de me dire, mais ce soir vous allez m'entendre. On a la chance aujourd'hui, ce soir, d'être Burning Heads, Skis, Thomas et JB, donc Pierre Lapin, Thomas plus tard. Moi j'ai envie de commencer vraiment, parce que cette année vous fêtez vos 30 ans de carrière. Donc vous avez commencé en 87 à Orléans. Et la question qu'on va vous poser de suite, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de former un groupe et déjà de remettre la musique et de former un groupe? JB? Moi personnellement, ce qui m'a donné envie de faire ce style de musique-là, c'est les Burning Heads. À l'origine, j'étais pas dans le groupe en 87, mais j'étais pas dans le groupe. J'ai vu les Burning sur scène, et c'est ce qui m'a donné, ce qui me fait un peu découvrir ce style et envie de jouer ce style de musique. Déjà, Hi, how are you? envie de jouer de la I'm musique. Julia. What's your name? Mais j'étais, c'est plus à l'époque, c'était ce qu'on entendait le plus, c'était le rock alternatif, le chanteur français et tout ça. Et les Burning, c'était quand même quelque chose de nouveau. Enfin, il y avait quand même un punk rock anglais, il y avait pas mal de punk rock anglophone. We are seeing Ce genre about de groupe-là qui était tomorrow. plus We du only have punk combo. australien. Et Burning, c'est quand même plus ce côté californien, mélange australien et californien. Et quelque chose qui était donc après, ce qui m'a donné envie de jouer de la musique, c'est faire des coins avec des copains sur scène, s'amuser et puis prendre une voiture, un camion, essayer de voir un peu plus ce qui se passe et faire des coins avec d'autres copains, tout le monde. C'est ça. Je sais pas si c'est pour vous, c'est à peu près pareil. Thomas? Moi en fait j'ai commencé la musique parce que je n'aimais pas faire du sport avec des gens, j'aime pas les sports d'équipe, j'aime rien faire. J'avais pas envie d'avoir des ateliers, j'avais pas envie d'avoir des activités le mercredi, comme je sais pas, comme tout le monde. Moi j'avais juste envie de faire de la musique avec mes potes. En fait la musique ça m'a sauvé de l'ennui, ça m'a sauvé de plein d'autres activités nulles qui m'auraient fait chier. Voilà, la musique c'est une bouée pour moi. Puis quand tu es dans une ville de province où il ne se passe pas grand chose, si tu soutiens pas l'équipe de foot, si tu soutiens pas ou l'équipe de basket et que tu n'as pas, il n'y a que la musique qui peut te sauver et le punk rock. C'est ça qui nous a donné envie de jouer. Pareil. Bah moi musique pareil, campagne, on se fait chier. J'aimais bien jouer de la guitare déjà, donc j'ai commencé à faire un peu de guitare chez moi avec des copains, et puis en aiguille, rencontrer les gens de la ville où j'habitais, qui est Blois, je suis pas originaire d'Orléans moi, mais à Blois il y avait une bonne petite scène rock'n'roll, punk rock aussi, depuis un petit moment, ça a commencé tôt dans les années 80. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient passionnés de punk rock, de rock californien, de punk anglais, moins justement des voix un peu moins hardcore californien ou early punk américain.
Je pense qu'ils ont dû appeler ça comme ça parce que les mecs de ces groupes-là faisaient un peu de skate et que ils aimaient bien la culture skate et glisse en général, mais après je pense que ça doit pas vraiment dire quelque chose pour moi. C'est juste que dans les vidéos de skate, il y avait beaucoup de punk à l'époque, de hardcore. Est-ce que Uncenk c'est du Paul Caroulette? Pourtant Uncenk ils apparaissent dans les vidéos de skate aussi, enfin, tu vois. C'est une étiquette qu'il a fallu mettre par un moment parce qu'il faut tout étiqueter. Alors, Les skateurs se sont mis à écouter du hip-hop. Est-ce qu'on a parlé de hip-hop avant? on a aussi cette culture skate quand même. Voilà, et puis nous aussi, ce qui a mis d'un seul coup des images, ce qui a d'un seul coup rendu le projet visible et qui nous a donné la vraie couleur du truc, c'est Musique California. L'émission des enfants du rock qui parlait de ce qui se passait en Californie. Et d'un seul coup, il y a eu une émission où il parlait de Suicidal Tendencies, de DI, de tout ça. Et nous, on écoutait déjà tout ça. Et encore une fois, on avait fait du skate. On s'apercevait que la musique qu'on aimait, finalement, pouvait aller avec le sport qu'on aimait. C'était pas incompatible. Donc voilà, oui, ça a été la musique qui était souvent sur les vidéos. Ouais, et pour nous, c'est comme on a aimé le skate, on était content aussi qu'il y ait cette identité un peu commune. Maintenant, punk rock. Un des visages du punk rock. C'est vrai. Ah ouais. C'est bon? Alors c'est quoi le... Ouais, c'est intéressant. Beaucoup n'ont pas connu. C'est pour les trap dames. Ouais, en fait, on a tourné avec les Thompson avant de tourner avec Noir Désir. D'accord. On a tourné avec les Thompson Rollets avant de faire même notre premier album. On a fait une tournée en Europe avec un groupe de Périgueux aussi peu connu que nous, avec un 45 tours avec une chanson sur chaque face. Une chanson Thompson Rollets sur une face, une chanson Burning sur l'autre face. Voilà, donc au niveau promotion, objet promotionnel, on n'avait pas un contenu très très lourd à présenter. Mais rien qu'avec ça, on a pu quand même traverser les frontières et aller faire les cons dans d'autres pays. On est revenu, on avait goûté un peu à ça, on n'a eu plus envie du tout de lâcher cet objectif. Et ensuite, Noir Désir nous a proposé de tourner en première partie de Tostaki. Et là, on a pu vérifier que même en France, dans des grandes salles devant plein de monde, ça nous faisait autant de plaisir que dans un petit squat en Italie avec les Thompson Rollets. Donc on s'est dit, ouais, visiblement, ça doit être vraiment ça qui nous éclate. Continuons dans cette branche. Merci Noir Désir, merci les Thompson Rollets. Grâce à vous, on a voyagé, on a vu des gens, on a vu du pays. Say what you like, say what you don't. You'll find some... Donc ensuite, parce que comme on fête vos 30 ans, on va essayer de faire l'historique, mais très synthétique, de chronologie. En 92, vous avez enregistré votre premier album éponyme chez Cemetery et vous avez collaboré avec Donald Cameron. Cette rencontre s'est passée comment? Alors à l'époque, on avait un manager qui était un peu fou, et enfin un peu fou, qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait. Il avait un métier normal, et puis à côté de ça, il fallait que tout ce qu'il n'avait pas dans son métier, il puisse l'avoir dans sa passion. Vraiment, sa passion n'avait pas de limite. Et un jour, il a dit, je m'occupe des Burning Heads, c'est un petit groupe de kids qui font du rock'n'roll. Actuellement en France, le son des Burning Heads ne peut pas être mis en valeur par un ingénieur du son français parce qu'il n'y a pas encore cette oreille. It's a true life, it's hard and cold sometimes. You may not want to listen, I never ask you to. It's a true life, it's hard and cold sometimes. You may not want to try, I'll never ask you why. Donc lui est conscient qu'en France, il y a des ingénieurs du son très talentueux, mais pas spécialement sensibles à ce genre de musique et à ce genre d'impératifs de production. Donc il s'achète un billet d'avion. Il regarde d'abord sur tous les disques qu'il aime qui viennent de Californie, s'il n'y a pas un nom qui revient un peu tout le temps. Il s'aperçoit qu'il y a un studio qui revient quasiment tout le temps et un nom. Il prend son billet d'avion, il va là-bas. Il tombe sur le studio, il rentre. Il dit bonjour, je m'appelle Félix, voilà, je m'occupe d'un groupe. J'adore le son que tu fais. Si jamais tu écoutes le truc et que tu as envie de faire un truc, on veut que tu viennes produire un groupe en France. Et il se casse. Et il revient en France. Et 15 jours après, le mec rappelle en disant ok, c'est bon, je viens. Donc voilà. Tu veux un truc, bah, tu te sors les doigts du cul et tu vas le chercher. Donc voilà, lui il était fun, passion, énergie. Il a tout mis au service de ça et visiblement, la motivation. Hein, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Lui n'a pas abandonné. C'est une bien jolie formule. Ensuite, vous avez en 94,
2014, donc collaborer avec notre Gerson qui était quand même pas rien, puisque le gars Jacques travaille- Landive. Voilà, tout à fait, qui avait quand même collaboré donc avec Urbana et Madonna, là aussi. Tad aussi. Oui, bah, toute la scène grunge qui a explosé au début des années 90. Et là, c'est pareil, c'est vous qui êtes allé le chercher ou c'est lui qui est venu vers vous? On a eu, non, c'est nous qui en avons cherché aussi, enfin qui avons demandé, mais ça s'est pas passé tout à fait pareil dans le sens où pour le premier album, les Burnies se sont débrouillés tout seuls pour enregistrer, ils n'avaient pas de maison de disque derrière, il n'y avait rien du tout, et c'était vraiment le tout début. Après le premier album, pour Dive, il y a un label qui est apparu, qui est Pias, et on a signé en tant qu'artiste un contrat d'artiste sur lequel Pias nous donnait un budget pour enregistrer un album. Donc par rapport à ce budget, nous on a regardé encore une fois la même chose. Ce que Philox, notre manager de l'époque, avait fait en regardant sur ses disques, en regardant quel producteur ressortait de tous les disques qu'il avait. Nous, on a regardé aussi quels sons nous plaisaient et quels producteurs revenaient un peu le plus sur les disques qu'on avait, et c'était Jack Angelou. Donc, sans vraiment trop y croire, mais en essayant quand même, on a envoyé un message et il a dit OK. Donc, il est venu en France et il est venu nous enregistrer. Enfin, il est venu un petit peu avant pour vivre un peu, s'imprégner un peu. En plus, à cette époque-là, on habitait à peu près tous dans la même maison. On répétait tous dans le même local. Enfin ça c'est un peu normal. Mais le local dans la même maison, enfin voilà, tout était un peu concentré. Donc il est venu dans cette maison-là, il est venu en immersion pendant une semaine. Comme ça, il a pu voir déjà s'imprégner du groupe avant d'aller en studio. Et puis après, on est allé en studio avec lui et puis on a enregistré l'album. Voilà, enfin c'est un peu la même démarche, quoi, avec un peu plus de moyens. C'est ça. En fait, ça avait été au départ proposé, on était encore chez Civetterie, et comme Pias a pris la relève, ils ont relevé le défi, et Jacques Angelou est venu bosser pour nous. C'est la classe. C'est la classe. C'est la grande classe. Et donc la production maintenant, au milieu des années 90, c'est vous qui avez des années 90, c'est temps pour moi. Opposite Prod. Ah, Opposite Prod, c'est longtemps après. Voilà, c'est longtemps après. Parce qu'avant ça, donc, vous avez enregistré excusez-moi, j'ai pas, mais lui. B1 with the Flames. B1 with the Flames, en 98, avec Escape en 99. Ouais, mais avant, il y a Super Modern World. Après Dive. Là, on était encore chez Pias, et là, du coup, en fait, si on avait demandé, enfin, si on avait cherché des producteurs encore, on va dire des gros producteurs, c'est que les équipes de techniciens qui étaient autour de nous ne se sentaient pas capables d'assurer l'enregistrement. Ils n'avaient pas encore ils s'en sentaient pas capables. L'expérience. Pourtant, en connaissant, C'est plus des AG live aussi. ils savent le faire, mais voilà. Et pour l'album qui est venu après Dive, Super Modern World, on est passé avec des ingénieurs du son français du coup. C'était en binôme, c'était notre ingénieur du son de l'époque, Jacques Garnavo, et Fred Norguet, qui avait déjà enregistré c'était les 45, non? Il avait fait quoi? Des démos. Oui, Ouais, il avait enregistré un petit peu, il commençait à se faire un nom, c'était Fred Norguet du studio Pôle Nord à Blois. Pas mal de gens venaient leur faire leurs démos, voir des débuts d'albums, des petites productions. Et il commençait à avoir cette oreille qui faisait que les productions ne sonnaient plus françaises, mais sonnaient un peu internationales. D'un seul coup, on sentait que les gars commençaient à avoir les oreilles un peu affûtées à ces groupes de guitare. D'un seul coup, la vision du rock que les Américains ont depuis longtemps commençait à arriver et les ingénieurs français commençaient à la comprendre. C'est pour ça qu'on se dit, allez, on a des potes autour de nous, donnons-leur leur chance. Ils progressent avec nous depuis le début. Ils se sentent aujourd'hui un peu plus à l'aise, forts de leur expérience et de leur connaissance du matos. On l'eau et on voit ce qui se passe. Studio du Bras d'Or à Boulogne, Jacques Garnavo, Fred Norguet. Ça se passe bien pour Super Modern World, au point qu'on renouvelle l'opération pour B1 with the Flames, où c'est Jacques Garnavo, Fred Norguet, au studio du Chalet à Bordeaux. Donc quelque part, vous avez servi de locomotive pour ces nouveaux producteurs, dont votre son les a peut-être inspirés quelque part? Non, en fait, c'est qu'on considère qu'avec les Burning, partant de quasiment rien, on s'est entouré de gens qui, à d'autres rôles, partaient de quasiment rien.
on a tourné et tout ça. Eux ont fait leur début dans la sonorisation et l'accompagnement des musiciens. Au bout d'un moment, on leur a pas... C'est juste que nous, on arrive à un niveau un petit peu plus élevé, eux aussi, et c'est naturel que, sachant qu'ils nous suivent depuis longtemps, qu'on leur fasse profiter aussi de cette ascension. Enfin, c'est un échange de bons procédés. Eux nous ont permis plein de choses, on leur a permis plein de choses. C'était un vrai travail d'équipe. Et donc par la suite, vous êtes passé à l'autoproduction avec Osaït Prod. Cette envie vous est venue comment, par rapport à quoi? Il y a encore eu, parce qu'il y a eu Be One With The Fame, c'est Escape chez Epitaph. Et à la fin d'Epitaph, ils avaient un contrat pour 2 albums renouvelables, et en fait ils n'ont pas renouvelé Epitaph. Donc là, les Burning se sont retrouvés à nouveau sans label. C'est pas encore l'époque où ils ont fait vraiment leur label, on a fait notre label nous-mêmes. Il y a eu la période Sony Music, mais avec le label de Patricia Bento qui était Yellen Music. Là, il y a 2 albums aussi. Ils ont enregistré Opposite, sans label, des petits moyens. Ouais. Là, pour le coup, c'était pas de la grosse prod machin. Ils avaient très envie de faire cet album Opposite reggae depuis longtemps. Et donc là, à cette époque-là, ils n'avaient plus de label. Et on a une copine à nous, Patricia Bento, qui bossait qui avait son label Yellen Music chez Sony, qui a proposé au Burning de sortir cet album. Après, il y a eu encore Taranto comme album chez eux. Et à la fin de Taranto, je crois que c'est quoi, c'est Yellen. C'était la fin de la... En fait, oui, on fait trois disques chez Yellen, et puis la personne qui nous a signé se fait virer. On n'a plus de référent direct, on décide qu'il faut qu'on s'en aille, on s'en va. Et là, on se retrouve à nouveau sur rien. Et on a essayé du petit indépendant, du tout petit label, du gros indépendant, de la grosse major, enfin, on a tout essayé. Puis on se dit, tiens, le seul truc qu'on n'a pas essayé, c'est l'autoproduction. Et là, parce que ce qu'on nous propose à la suite de Yellen n'est pas super, parce qu'on ne nous propose pas grand-chose non plus, on se dit, allez, tiens, on essaye la version, on fait tout nous-mêmes. Et donc, c'est le début d'Opposite. Voilà. Okay. D'accord. Ensuite, donc, en parlant d'Opposite, justement, c'est cet album que vous êtes dirigé vers l'église. Ça faisait un moment que vous en aviez envie, c'est pendant l'enregistrement que ça vous est venu? Ça fait très longtemps qu'on en écoute. Ça fait très longtemps qu'on en met un des morceaux sur un disque. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi cette fois maintenant on a que ça à foutre? Personne nous attend. Ouais, c'est ça, c'est personne nous attend. On sortait d'une tournée Epitaph, où, avec des groupes Epitaph. Normalement, tournée Epitaph, on était plus sur Epitaph, mais on a quand même fait la tournée. Et parce que de toute façon, ils me proposaient pour ça, donc, qu'on soit sur la label ou pas de souci. Et puis voilà, ça faisait longtemps qu'on pensait à faire un album vraiment que orienté reggae. Et c'était un peu le moment de le faire, quoi. On n'avait pas de contrat, on n'a jamais vraiment de contrat, mais voilà, on avait du temps pour le faire. Donc on s'est dit, on essaie, on verra bien où ça va nous emmener. Si on aura assez de morceaux pour sortir quelque chose, on savait pas, on allait sortir un album. On ne savait pas combien de morceaux on allait créer, mais ça s'est enchaîné, et puis voilà, on a sorti Opposite. Ok. Je croyais que Thomas voulait parler, c'est pour ça, sur le coup, il y a eu d'autant que il y a eu une suite. Opposite 2 et 3 sur le dernier album. Donc le dernier album est un double album. On a fait un disque punk et un disque Opposite. Disque reggae. Ok, donc en fait, Burning Head, c'est 14 albums. C'est 7 splits avec différents groupes. Oh, that's a good idea. Il y a la question que je voulais demander, ces fameux 50 concerts en 50 jours que vous avez fait aux États-Unis avec Uncommon autant pour vous, Uncommon, c'est pas facile à dire. Voilà. Ça fait quoi 50 concerts sur 50 jours? Ça fait qu'à la fin, tu reviens chez toi et tu t'emmerdes. Tu sais pas quoi faire le soir. Le 52e jour, tu vois, tu rentres, puis tu arrives chez toi et tu sens tout seul. Tes potes, ils sont plus là. Il y a personne qui... Enfin, voilà, il se passe rien. Tu déprimes. Qu'est-ce qui se passe après une aventure comme ça? Tu déprimes, c'est tout. Tu rentres chez toi, tu as le vrai blues. La dépression post-tournée. Tu vois, là, tout le monde la connaît, mais celle-là, après 50 jours, dans un tourbus avec des vrais copains avec qui tu rigoles,
À aucun moment. Au début, tu te chies un peu dessus parce que tu te demandes si physiquement, si les cordes vocales vont tenir, si le physique va tenir tous ces soirs sans s'arrêter. Et puis vu qu'au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'il y a une petite vitesse de croisière qui se met en place, qu'une fois que tu échoues et qu'il y a des automatismes qui permettent des choses un peu plus faciles, bah, quand ça s'arrête, c'est horrible. Voilà. Donc c'est une vraie aventure, comme voilà, tu montes dans un galion et tu vas faire un sacré galion avec plein de pirates. T'échouer Sur le récif. Et voilà, mais tu rigoles bien. Et donc là, cette année, donc, vous fêtez votre 30 ans de carrière. Si vous deviez regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous diriez? Déjà 30 ans. Ouais, c'est oh pas putain, c'est passé vite. C'est passé super vite. Très vite. Et ouais, et comme dit le proverbe, le temps passe vite quand on s'amuse. Donc je pense qu'on a dû s'amuser. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment. C'était il n'y a pas longtemps qu'on a commencé. Finalement. Vraiment pas longtemps. Et au niveau de vos projets à court terme, moyen terme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va essayer de finir la journée en beauté comme on l'a commencé, avec plein de copains, et voilà. Après on va se reposer, on va faire le bilan calmement, posément, à chaque instant. Maintenant on va faire... J'espère qu'on la finira pas comme on l'a commencé. Non, ouais, c'est vrai, non, on va la finir bien, pas trop fatigué, avec encore des gueules, on va faire des beaux morceaux. Puis après on va se reposer un peu, puis peut-être au début de l'année prochaine, on va aller peut-être, vu qu'on a beaucoup moins de concerts prévus, vu que cette année ça a été vraiment pas mal intense, on va peut-être rentrer en studio, et puis savoir déjà si on a envie de rejouer, qu'est-ce qu'on a envie de rejouer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, voir si les muses de l'inspiration reviennent. Voilà, et puis après, peut-être faire des nouveaux disques qui arriveront des nouvelles tournées avec des nouveaux copains ou des anciens. Enfin, bon. Voilà, une espèce de routine, mais plutôt sympa et excitante. Enfin, pour le moment. On vient de commencer, donc on est encore un peu... Voilà. On a encore la fougue de la jeunesse et l'innocence des débutants. Bon, ben moi j'ai envie de vous dire, on se revoit dans 30 ans. Ouais, un peu avant qu'on ait encore un peu de figure. Hein, parce que après on choisira un style qui... Ça sera peut-être un peu moins... On fera de la country. Tu fais de la country à 50 ans, t'es jeune. Il faut choisir un truc, il faut choisir un contexte où d'un seul coup tu es à peu près dans ton époque ou un peu jeune. D'accord. Quand le punk rock ça sera trop ringard, on fera de la country. Ah, je crois que le punk rock ça sera jamais ringard. Bah, en tout cas, merci aux Burning Heads, merci à Nikis, Thomas et JB pour cette interview. Merci les gars. Et puis je crois qu'après on va se régaler et je vous souhaite un bon concert. Yes, Merci à vous. Bah, pareil, hein, je souhaite une bonne retranscription et bonne écoute. Say what you like, say what you don't. You'll find some friends, then you got enemies. They find a way